Bonjour à tous, les participants arrivent un peu au fur et à mesure. Bienvenue à ce webinaire Ripon Data Launchpad où on a le plaisir de recevoir notre client Adev Materials. Donc, je suis Geoffrey Gruel, je suis le directeur général d'Ypon et je serai votre Master of Webinar aujourd'hui. Donc, c'est un métier nouveau pour moi, je l'apprends et je compte sur votre mansuétude pour excuser les quelques erreurs que je pourrais avoir en tant que Master of Webinar. On va avoir un webinaire aujourd'hui de 45 minutes. Donc, à 11h45, on aura un hard stop qui va se diviser en deux parties. On va avoir 30-35 minutes de présentation et ensuite on aura 10 minutes de questions-réponses. Et pour ce question-réponse, comme on l'enregistre, on vous propose d'utiliser le module de questions de GoToWebinar. Donc au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez enregistrer vos questions et on les prendra. Alors en tant que Master of Webinar, je vais les choisir. Je suis désolé, je ne pourrais peut-être pas toutes les prendre et on répondra aux questions qu'on n'aura pas prises par ailleurs après le webinaire. Mais on va tâcher de prendre le plus de questions possible sur la session de Q&A. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à nos présentateurs qui vont se présenter et vous introduire le sujet. Arnaud, c'est à toi. Bonjour à tous, donc comme Geoffrey, c'est mon premier webinar, donc on espère que tout le monde va apprendre beaucoup de choses avec nous et en tout cas on vous remercie d'être connectés aussi nombreux. Donc moi chez Ypon, je suis data architecte et je suis aussi data practice manager, ce qui veut dire que je gère une équipe d'une 50aine de personnes réparties dans nos 6 agences en France qui sont des data architectes, des data engineers et des data scientists et je travaille avec les équipes commerciales et marketing pour concevoir de nouvelles offres et répondre à des appels d'offres. Et j'ai eu le plaisir de collaborer avec Olivier Fiquet sur son projet de mise en place de data platform. Et justement, je vais lui laisser la parole pour vous présenter quels ont été les challenges auxquels on a fait face durant cette expérience. À toi, Olivier. Bonjour à tous, Olivier Fiquet, donc je suis le directeur de la transformation digitale du groupe Adev Materials que j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans. Avant de vous présenter un peu plus en détail qui est Adev Materials, pour répondre à une question qui m'est souvent posée, donc j'ai dans mon périmètre la partie direction des systèmes d'information et tout ce qui est autour de la transformation digitale. Derrière ce mot-là, de notre côté, on met la recherche de nouvelles relations avec les clients, de nouveaux canaux de distribution comme du e-commerce par exemple, et donc tout ce qui est des nouvelles manières d'utiliser les outils à notre disposition grâce au digital. C'est ce qu'on met derrière le mot transformation digitale. Qui est Adev Materials? Nous sommes donc une ETI patrimoniale qui a été fondée il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années dans sa structure actuelle. Nous avons 2 grandes activités en termes de lignes métiers qui sont soit ce qu'on appelle du souple, c'est-à-dire des films ou des solutions adhésives, soit des produits chimiques qui sont plutôt des produits liquides, des peintures, des résines, des vernis. Et autour de ces 2 grandes gammes produits, on va avoir 2 business models. Un qui est autour de la distribution spécialisée, donc on a des experts techniques qui vont préconiser la bonne solution à nos clients et on va ensuite leur vendre le produit qu'on aura été acheté chez des fournisseurs sur un modèle de distribution. Et puis notre deuxième grand axe de développement est autour de la transformation, où là on va acheter nos produits chez des fournisseurs, mais on va faire des adaptations pour répondre aux attentes de nos clients et réaliser des solutions sur mesure. Ça peut être soit de la découpe, par exemple quand on est sur du rigide, ou du reconditionnement dans des nouveaux contenants, par exemple, pour ce qui est autour des liquides. Et ensuite, on essaie d'apporter plus de valeur encore à nos clients en termes de services, en faisant de la livraison directement sur chaîne de production, par exemple, ou en gérant les stocks à la place de nos clients sur certains produits qui sont considérés comme des produits avec de la forte variabilité, sur lesquels le client nous fait confiance sur notre capacité à gérer les problématiques de type date limite d'utilisation, par exemple, sur du produit chimique. La caractéristique importante d'Adev Materials et qui a un lien très fort avec la suite du sujet de ce matin, c'est que nous sommes composés d'environ 25 sociétés qui ont été rachetées au fur et à mesure du temps. Donc en un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu une croissance externe de 25 sociétés, on va dire une moyenne de 2 par an à peu près.
pour 700 collaborateurs et un chiffre d'affaires d'à peu près 170 millions d'euros, répartis dans le monde autour de deux grandes plaques que sont l'Europe et l'Amérique du Nord. On a une petite présence en Asie, mais qui reste assez faible à date. Et donc, toute notre problématique métier tourne autour de la construction d'un groupe homogène, décloisonné, désiloté, alors que nous partons d'une situation de départ qui est une situation de 25 sociétés réparties dans le monde et qui étaient majoritairement des petites entreprises. Alors, nos challenges et ce qui nous a conduit à travailler sur un projet data et de partir dans une démarche data-centric, nos challenges, ils sont, on va dire, de 4 natures principales. La première, effectivement, je l'ai déjà dit, c'est que nous sommes composés de 20 sociétés, donc on a un besoin de faire communiquer ensemble ces sociétés, d'agréger nos données, qu'elles soient financières ou qu'elles soient autour des prises de commandes, autour de la donnée relative à nos fournisseurs, pour avoir une vision globale et pour pouvoir du coup piloter nos entreprises. On a, du fait des acquisitions et de la stratégie de croissance externe, acquis des systèmes d'information qui sont très hétérogènes, qui sont aussi des systèmes d'information plutôt vieillissants et qui étaient adaptés à des petites structures. Et quand on rachète une entreprise de 25 personnes, on a un système d'information qui n'est pas forcément au niveau de celui qui est attendu de la part d'un groupe international de 700 personnes. Donc on a une problématique d'adéquation en fait, du système d'information avec les besoins d'un groupe de notre taille. Du fait de ces systèmes d'information plutôt hétérogènes et legacy, on a rencontré une difficulté pour accéder à la donnée, avec énormément de temps perdu en termes de ressaisie par les utilisateurs, énormément de tableaux croisés dynamiques sous Excel gérés par nos contrôleurs de gestion, par exemple, et donc une donnée qui n'était pas ni fiable, ni rapide, avec un problème de fraîcheur de la donnée et une difficulté, par exemple, à sortir en temps et en heure des KPI très importants pour nos actionnaires ou pour le management. Et puis enfin, le quatrième challenge autour de notre démarche data-centric, c'est on reste une petite entreprise avec une équipe digitale qui reste assez réduite et on est une entreprise qui va vite, qui continue sa croissance, qui continue de lancer des nouvelles offres et de se déployer sur les marchés. Donc on ne cherchait absolument pas, on voulait éviter de tomber dans un programme de plusieurs années dont on ne voit pas la fin. On cherche à aller dans cette démarche data-centric d'une manière rapide, tout en conservant un maximum de simplicité dans l'utilisation, dans les process, dans la souplesse qu'une solution de data peut nous apporter. Donc c'est autour de ces 4 challenges qu'on a essayé de travailler. Donc, les solutions qu'on a identifiées consistent à la mise en place d'une plateforme de données commune. Donc, l'objectif est de partager la donnée au sein de toutes les organisations et de travailler sur une donnée qui a la même signification pour tous les utilisateurs du groupe. La deuxième partie de la solution pour nous, effectivement, c'est de développer des passerelles qui nous permettent d'aller chercher de la donnée dans des systèmes qui sont hétérogènes, donc de bénéficier d'un système, d'un outillage qu'on a choisi en open source pour pouvoir aller chercher de la donnée dans tout notre écosystème de solutions. Ensuite, on a eu besoin de se faire accompagner en bénéficiant de l'expertise d'une équipe technique qui a été capable d'aller dans des legacy, donc dans des vieux outils difficilement accessibles et d'aller chercher à l'intérieur les données dont nous avions besoin. Et enfin, pour ce qui est de la rapidité et de la simplicité, le cloud aujourd'hui permet non seulement d'être rapide, ce qui est toujours la promesse maintenant que les solutions cloud sont très répandues sur le marché, mais on a aussi maintenant un portefeuille de solutions qui sont beaucoup plus simples d'utilisation, qu'on peut mettre dans les mains d'utilisateurs avancés et donc qui permettent de proposer des solutions qui vont être utilisées au quotidien d'une manière simple et fluide, ce qui était l'objectif recherché. Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, accompagné des équipes d'Arnaud, c'est que nous avons travaillé sur
plusieurs domaines métiers pour pouvoir montrer aux utilisateurs quels étaient les apports d'une plateforme de données de ce type-là. Donc on s'est concentré dans un premier temps sur les données relatives aux ventes, sur les données relatives à la gestion des articles, c'est-à-dire des produits, des gammes, des nomenclatures, parce qu'on est dans un métier de distribution, donc nous avons un catalogue de produits qui est extrêmement conséquent, donc on avait besoin de mieux gérer ces données-là. Et puis un certain nombre de données transversales à l'entreprise en termes de périmètre. Ensuite, nous avons réussi à connecter du coup cette plateforme de données avec aujourd'hui 4 ERP sur la dizaine que nous avons dans notre système d'information, et puis la roadmap, donc notre trajectoire consiste à continuer à ajouter des ERP connectés à cette plateforme. Et avec cette donnée, nous alimentons notre CRM, qui est un outil qui est transverse à l'ensemble de nos 20 sociétés, et nous sommes en train de lancer un site de e-commerce qui lui aussi ira chercher des informations issues de l'ensemble de nos ERP. Sur la partie accessibilité aux données, effectivement, aujourd'hui, on a un ensemble de solutions qui nous permettent d'accéder aux données qui sont dans notre système d'information. On a l'ensemble des informations dont on a besoin pour techniquement aller chercher les données au fur et à mesure que les métiers expriment leurs attentes. Et puis sur la partie rapidité et simplicité, ce que je cherchais à montrer au management d'Adev Materials, c'était notre capacité à aller vite. Et on a effectivement en 6 semaines été capable de monter 2 premiers flux. Alors quand on parle de 2 premiers flux sur ce slide, il ne faut pas entendre 2 flux techniques, il faut entendre 2 flux fonctionnels, ce qui est plus compliqué qu'un flux technique. C'est l'ensemble de plusieurs flux techniques qui permettent d'aboutir sur plutôt, on va dire, ces 2 cas d'usage plutôt que ces 2 premiers flux. Un à destination du CRM et l'autre à destination du contrôle de gestion. Et donc, on a, je dirais, impressionné le management du groupe et les utilisateurs par la rapidité de mise en œuvre de la plateforme et du coup des cas d'usage qui ont été livrés en temps et en heure par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud qui va du coup synthétiser l'ensemble de ce que nous avons appris tous ensemble sur ce projet. Merci Olivier. Oui, donc nous, ce qu'on a appris chez Ypon en collaborant avec Olivier, c'est déjà qu'on a une démarche simple finalement. C'est pas la première data platform dans le cloud public qu'on construit, ni avec ces outils, ni sur ce type de use case, mais par contre, on se rend compte que finalement, on peut faire les choses de manière rapide, efficace, et on est capable d'accompagner des clients pour leur expliquer voilà quelle est la bonne méthode pour atteindre rapidement un résultat et montrer des choses rapidement. Donc ça, c'est un des premiers enseignements qu'on a choisi de retenir. Le second, s'il veut bien arriver, c'est que finalement, l'architecture qu'on a utilisée, on la maîtrise complètement. C'est vraiment une architecture avec laquelle on est à l'aise. On sait exactement dans quel cas d'usage elle va être particulièrement adaptée et dans quelle situation on va pouvoir en tirer le meilleur parti. Et enfin, on a des équipes qui commencent à maîtriser tous les composants nécessaires pour mettre en place cette architecture. Et on se rend compte qu'on va très très vite maintenant qu'on a un certain nombre des membres de la practice data qui sont formés à ces technologies-là. On se rend compte qu'on est capable d'aller très très vite. Du coup, c'est traduit par une efficacité. Comment nous avons été capables de mettre en 6 semaines de développer ces 2 cas d'utilisation métier en 6 semaines. Et on a décidé de packager cette offre pour pour pouvoir la déployer encore plus rapidement et plus simplement chez de nouveaux clients. Donc, le cas d'usage, l'explication que je veux vous apporter, c'est un utilisateur métier finalement qui veut accéder en self-service à ces données à travers des outils de visualisation. Donc, en outil de visualisation, on avait la figure imposée d'utiliser Power BI puisque c'était déjà l'application du groupe Adev Materials. Mais on en a profité quand même pour mettre en place Metabase, qui est un outil un peu plus simple d'exploration de données. Et nous, chez Ypon, on aime bien aussi travailler avec SotSpot, qui apporte une capacité self-service qui n'existe pas dans les autres outils avec de la recherche de données en langage naturel.
Et finalement, mon utilisateur métier, lui, ce qu'il veut pouvoir consulter, c'est un tableau de bord de ce type-là qui indique les ventes mensuelles par région, par exemple. Et il veut pouvoir avoir ces données qui sont rafraîchies éventuellement en temps réel jusqu'à chaque minute. Il veut pouvoir avoir des données fraîches et ne plus attendre une journée, un batch quotidien pour pouvoir consulter ce type de report. Pour consulter ces données, il faut évidemment pouvoir lire les données depuis une base de données. Donc, on a choisi d'utiliser Snowflake. Snowflake, c'est une plateforme de données SaaS. Donc, vous avez absolument zéro maintenance avec cette plateforme-là, ni en termes de mise à jour, ni même en termes d'arrêt, redémarrage, sauvegarde. Et vous pouvez supporter de multiples cas d'usage sur cette plateforme, comme par exemple de l'analytique, comme du data warehousing. C'est l'usage qu'on a eu pour Adev Material. Mais vous pouvez aussi faire du machine learning, vous pouvez faire de l'IoT, vous pouvez faire tout un tas de cas d'usage. Et sur la partie data warehousing qui nous intéresse aujourd'hui, on a d'excellentes performances avec cet outil. Mais c'est aussi un service qui vient avec son interface graphique qu'Olivier apprécie, puisque ça permet à ses utilisateurs métiers de pouvoir explorer toutes les données en SQL, le SQL étant un langage extrêmement puissant. Et ça donne déjà un premier niveau d'accès à la donnée très, très performant, très efficace. Et on peut, ce qui est intéressant avec Snowflake, c'est que comme on paye uniquement ce qu'on consomme, en termes de traitement ou de stockage, on va pouvoir maîtriser et optimiser vraiment les coûts de la plateforme et on en parlera par la suite. Pour charger les données dans Snowflake et pour exécuter les traitements métiers, on ne voulait évidemment pas tout coder à la main en SQL. Donc, on s'est appuyé sur un outil qui s'appelle Matillion, qui est un outil d'extract, load and transform, donc qui permet d'extraire les données depuis des sources, de les charger dans Snowflake et d'appliquer des transformations. Donc, Matillion, l'interface de Matillion ressemble à ça. Là, on a un flux métier assez simple et vous vous rendez vite compte que vous pouvez faire collaborer autour d'un flux plusieurs types de profils. On ne s'adresse pas que à des développeurs, on peut aussi discuter avec des métiers, leur montrer comment on a choisi de mettre les données en relation, les filtres qu'on a pu appliquer, les règles de calcul qu'on a utilisées pour nos agrégats. Et une fois que ces transformations sont appliquées, on va venir alimenter une table de destination qui s'appelle ici KPI Call Centered. Et c'est cette table de destination qui va être utilisée dans les reports. Et Matillion, il va aussi, comme je le disais au début, nous permettre de charger les données. Donc Matillion, il peut se connecter à des API, il peut se connecter à des bases de données relationnelles. Et il peut aussi se charger des données qu'on aura déposées au préalable dans un stockage objet, des fichiers batch qui peuvent être compressés, qu'on n'aura pas besoin de décompresser d'ailleurs avant de les charger. Et c'est cet usage-là qu'on a retenu avec Adev Material, puisque on a choisi de pousser toutes les données depuis les différents serveurs on-prem vers le cloud et ensuite, à partir de ce moment-là, les charger dans Snowflake. Donc, comme vous l'avez bien imaginé, tout ceci s'exécute dans le cloud public. Nous, on est capable de déployer des plateformes dans les 3 principaux clouds publics, mais notre spécialité va vers AWS puisqu'on a la particularité d'avoir la Data and Analytics Competency. Donc, on est seulement 2 sociétés de conseil à l'avoir en France. Et cette competency nous a été attribuée à une société externe qui nous a audité sur nos pratiques de développement, notre maîtrise des technologies, ainsi que nos process internes. Mais cette architecture, elle est tout à fait évolutive et vous pouvez adresser beaucoup d'autres cas d'usage que le cas d'usage de la BI. Vous pouvez par exemple aller alimenter des systèmes cibles, comme par exemple des CRM ou des sites d'e-commerce. C'est ce qu'on fait pour Adev Materials. Vous pouvez aussi donner accès à vos data scientists soit directement à Snowflake, puisque les data scientists peuvent tout à fait manipuler du SQL dans leur code Python pour aller récupérer des données ou tout simplement faire de la data préparation. Mais vous pouvez aussi choisir avec Matillion d'extraire les données vers un stockage objet pour donner accès aux fichiers bruts aux data scientists qui peuvent s'y connecter soit à partir d'un studio de data science, soit à partir d'un outil fourni par exemple par Amazon comme SageMaker. Donc, on a vraiment de vastes possibilités d'intégration des données.
Comment ça se déroule une étude pour monter une data platform? Qu'est-ce que vous propose l'offre Ypon Data Launchpad? Finalement, c'est de partir de votre besoin. De partir de votre besoin, et Ypon va vous mettre à disposition un architecte data qui va vous accompagner pour organiser des ateliers, deux journées d'ateliers avec vos équipes métiers pour construire une roadmap de use case priorisée, et une journée d'atelier avec vos équipes IT pour comprendre votre legacy, comprendre la meilleure manière de s'intégrer avec vos applications existantes et produire une matrice d'exigence qui nous servira à valider que les choix d'architecture qu'on vous propose sont les bons. Ensuite, on va réaliser 4 jours d'études, et suite à ces 4 jours d'études, ce qu'on va vous restituer, ce sera le backlog qui permettra de construire la data platform, l'architecture de la data platform qui prendra en compte les contraintes de votre IT, la roadmap de construction, et ainsi que l'équipe qui sera nécessaire pour construire votre data platform. Ensuite, on rentre dans un processus de delivery plus classique avec une équipe type de 4 personnes, avec un architecte data qui va servir aussi d'engagement manager et qui va s'assurer que tous les principes qui ont été imaginés pendant l'étude sont respectés, mais aussi un DevOps engineer, puisque nous, on ne va pas vous livrer un guide d'installation au format Word, mais on va vous livrer du code qui vous permettra vous-même de provisionner plusieurs environnements. Si par exemple, vous voulez provisionner un environnement de pré-production à côté de votre environnement de production, vous le ferez seulement en exécutant le code qu'on vous aura livré pour ce faire. On va aussi créer les modèles de données et se connecter aux sources de données pendant le premier sprint. Et ensuite, on va développer les flux. Donc, comme le disait Olivier, on ne parle pas de flux techniques, c'est pas seulement chercher des données à un point A et les stocker à un point B, c'est aussi des flux métiers qui permettent de transformer, joindre ces données, parfois de discuter avec vos métiers pour affiner les spécifications, etc. Et ensuite, sur le dernier sprint, l'objectif est vraiment de finaliser et de vous rendre autonome sur votre plateforme. Olivier n'a pas besoin de solliciter Ypon quand il veut modifier un filtre, quand il veut rajouter une règle métier. Il est tout à fait autonome pour le faire avec ses outils. Et c'est seulement quand il veut développer de nouveaux types de flux qu'il va, dans ce cas-là, faire appel à nous. Pour finir, ce sur quoi on veut vraiment insister, c'est que notre offre Data Launchpad, elle est complètement packagée. Donc, pour 75 000 € que vous aurez provisionné, vous aurez vraiment l'étude et le delivery. L'étude en 8 jours et le delivery en 6 semaines avec le backlog, l'équipe, l'architecture qu'on vous proposera. On vous mettra en relation avec nos partenaires Snowflake, Matillion, AWS, tous ceux qui sont nécessaires pour répondre à vos besoins. Et finalement, vous aurez une data platform à l'état de l'art qui sera le socle pour vos projets data. Cette data platform, elle est uniquement utilisée en pay-as-you-go, c'est-à-dire que, par exemple, le week-end, si vous n'avez pas de flux batch qui s'exécute, votre data platform ne vous coûte quasiment rien. Ne vous coûte que le coût du stockage, c'est-à-dire environ 23 $ par teraoctet par mois, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et au total, sur une année, on a calculé que l'exécution de votre data platform pour des use cases de BI vous reviendrait environ à 10 000 € par an, et c'est exactement ce qu'on a vérifié dans le cas d'Adev Material. Et ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir un socle pour vos projets data, c'est que vous allez pouvoir pivoter vers une stratégie data-centrique et finalement, vous allez pouvoir réunir vos métiers autour de vos données. Vous allez désiloter vos données qui étaient auparavant bloquées dans des ERP, parfois avec des performances absolument nulles, et vous allez pouvoir accélérer toute l'utilisation de vos données et collaborer avec vos métiers en leur montrant des choses et en leur demandant de travailler avec vous pour affiner les résultats. Et c'est un challenge ça a beaucoup plus d'intérêt pour nous d'être sur la partie création de valeur plutôt que sur la partie construction de la plateforme. Nous, ce qui nous plaît, c'est de travailler sur les use cases, de partir des use cases, et ça fait vraiment partie de nos valeurs. On ne vous fera jamais on vous mettra jamais des composants d'architecture qui ne sont pas adaptés à vos besoins. Et les composants que nous vous avons montrés, c'est aussi qu'ils prennent aussi en compte la maturité des équipes d'Olivier. Olivier n'a pas de développeur dans son équipe, il voulait une plateforme simple à utiliser. Il nous l'a répété un grand nombre de fois. Et on a bien pris en compte ce principe-là. Et maintenant, je pense qu'il est suffisamment à l'aise avec les outils qu'on lui a délivrés pour pouvoir faire
beaucoup de choses en autonomie sur sa plateforme. Et je vais lui laisser le mot de la fin pour expliquer comment sa plateforme a changé la façon dont il discutait avec ses collègues. Merci Arnaud. Effectivement, je pense qu'un des enseignements majeurs que je tire de ce projet et des 6 mois de projet, puisque maintenant on a fait d'autres choses, soit seul, soit accompagné des équipes d'Arnaud, l'enseignement principal, c'est qu'en accédant comme ça à de la donnée qui jusqu'à présent était un peu cachée dans de vieux outils, on provoque une discussion entre les métiers, une discussion entre les métiers et la DSI sur comment ensemble on peut utiliser, valoriser cette donnée. Donc ça nous permet aussi de collaborer pour définir un ensemble de vocabulaire commun à l'entreprise. Ce sont des discussions qui sont très importante pour nous dans la construction d'un groupe unique à partir d'une vingtaine de sociétés hétérogènes. Maintenant, le projet est réussi dans le sens où ce sont les utilisateurs qui viennent vers nous et qui nous demandent de rajouter de nouvelles données, de rajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme, qui s'en saisissent et qui deviennent les promoteurs, les ambassadeurs de ce qui a été fait auprès de leurs collègues ou de filiales qui aujourd'hui ne l'utilisent pas encore autant qu'elles pourraient. Et donc à partir de là, on rentre dans ce qu'on appelle effectivement la démarche data-centric, dans le sens où c'est d'abord la donnée qui va dicter la manière dont on veut utiliser nos solutions, la manière dont on s'organise pour travailler. Et donc tout ça, toute cette conduite du changement maintenant est en train de se faire, et grâce à nos ambassadeurs, on espère effectivement permettre à l'entreprise de grandir en maturité sur ce type de sujet-là. Merci Olivier. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le module de questions et Geoffrey, en tant que Master of Webinar, va nous les dire. Ok, merci à tous les deux pour la présentation. Donc, on prend les questions, excusez-moi, dans le module questions de GoToWebinar. Là, j'en ai quelques-unes, donc elles vont arriver. Donc déjà, je voulais vous remercier pour la présentation. Je vous invite aussi les participants à aller jeter un œil sur LinkedIn, sur le LinkedIn d'Olivier, où pendant cette période de confinement, il a écrit quelques articles très pertinents qui touchent notamment à la transformation stratégique d'Adev Material qui est supportée par cette démarche data-centrique. Donc, c'est vraiment des articles très, très intéressants et je l'en remercie. Olivier, donc j'ai une première question qui est posée par Rémi Balthazar, que je vais prendre tout de suite si j'arrive à ouvrir le module. Bonjour, avez-vous mené d'abord un projet de data governance, mais aussi d'urbanisation de vos SI avant de démarrer votre projet de plateforme de données? Alors, il y a 2 questions dans une seule, là, 2 pour le prix d'une. Est-ce que nous avons mené un projet d'urbanisation? Je dirais qu'au sens premier du terme et au sens noble de l'urbanisation, non. On a plutôt eu une démarche inverse qui consiste à dire que c'est à partir de cas concrets qu'on va être amené à réfléchir à l'urbanisation de notre SI et de nos données. Donc, on a préféré en fait lancer d'abord des premiers cas sur cette plateforme plutôt que de rentrer dans des choses plus détaillées en termes d'urbanisation. La caractéristique importante des plateformes agiles comme celle que Arnaud vous a décrite ce matin, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et j'ai estimé, c'est tout à fait challengeable, mais j'ai estimé qu'il était plus facile de se lancer, d'essayer quelque chose, d'accepter de se tromper, de refaire. Et c'est comme ça qu'on avance, on apprend aussi de nos erreurs. C'était ce que je cherchais avant tout, c'était aller très très vite, avoir quelque chose de concret, de tangible pour provoquer la discussion avec le métier. Et maintenant qu'on a provoqué la discussion avec le métier, on est en mesure de réfléchir à l'urbanisation et à l'architecture de nos données. Pour ce qui est de la data gouvernance, c'est exactement la même chose. On est parti plutôt dans un mode dans notre bulle au sein de la direction digitale, et maintenant la gouvernance se met en place dans un deuxième temps,
puisque les utilisateurs se saisissent du sujet et maintenant nous sommes en train d'avancer effectivement sur qui est en charge de quoi au sein de la donnée, qui est le référent, qui apporte le commitment de la qualité de la donnée, qui l'utilise pour faire quoi et avec quelle définition derrière. C'est un travail de longue haleine. Ok, je te remercie pour cette réponse bien complète. Je vais alterner. Donc là, j'ai une question pour Arnaud, donc de Mathieu. Mathieu nous pose la question suivante. J'entends parler de Data Lake. La solution peut-elle s'interfacer avec un Data Lake? Si oui, comment? Alors oui, la solution peut s'interfacer avec un data lake. Par exemple, le S3, c'est la partie data lake, donc le stockage objet, et les données vont être chargées dans le data lake grâce à Matillion, qui va charger les données dans Snowflake. Mais on peut aussi se dire que Snowflake peut jouer le rôle de ce data lake, puisque Snowflake est capable de stocker aussi bien des données structurées que des données non structurées. Donc on peut tout à fait choisir de stocker directement dans Snowflake par exemple, ces messages qui proviennent de l'IoT. On peut stocker aussi ces logs applicatifs. On peut stocker tout type de données et utiliser la puissance de Snowflake pour exploiter ces données sans jamais avoir à gérer le moindre espace de stockage ou le moindre serveur, puisque toute cette gestion en tant que service SaaS est complètement masquée par Snowflake. Donc oui, on peut choisir d'avoir les deux. Sur ce qu'on a fait pour Advanced Materials, c'est de choisir d'avoir les deux, d'avoir la partie data lake qui sert d'espace de stockage transitoire de la donnée avant de les charger dans le data warehouse, mais on peut aussi choisir d'utiliser les capacités d'analyse de données non structurées de Snowflake pour jouer le rôle de la partie data lake. Cool, merci. J'ai une question de Frédéric là qui va être, je pense, pour Olivier. Je pensais que les coûts variables de l'utilisation de cette plateforme seraient plus élevés. Comment sont-ils aussi faibles et comment sont-ils monitorés et supervisés? Alors, sur la partie coût, effectivement, on a choisi, on a mené tout un travail, et c'est là que tout à l'heure dans l'équipe qui a été présentée par Arnaud, l'équipe projet type qu'on trouve sur ce type de projet, il y a un rôle qui est celui de l'ingénieur DevOps. Cette personne, elle a travaillé sur deux sujets importants chez nous. Un, autour de la sécurité, puisqu'on est dans des solutions cloud et des données qui parfois peuvent être un peu sensibles. Et ensuite, le deuxième axe, c'est qu'elle a travaillé sur l'optimisation des coûts. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le départ. Nos solutions, en fait, s'éteignent quand on ne les utilise pas. Donc, on a un axe d'optimisation qui est très, très fort là-dessus, ce qui permet de vraiment minimiser nos dépenses et d'ajuster nos dépenses à la vraie utilisation qu'on fait de la plateforme, et on n'a pas de phénomène de seuil comme on peut avoir sur certains modèles économiques. Ensuite, sur cette question, je pense aussi qu'on arrive maintenant sur ces solutions à trouver des astuces ou des solutions dont les prix sont tout à fait abordables. Et ensuite, on va les monitorer. Par exemple, sur Snowflake, on bénéficie d'indicateurs de consommation et d'un reporting sur la consommation qui est faite en termes de crédit, et donc ça permet d'extrapoler en euros ou en dollars. Donc on a un suivi des coûts qui est mis à disposition directement par les éditeurs de logiciels, ce qui permet de piloter ces coûts. Et si on veut aller plus loin, on l'a pas encore fait chez Advanced Materials, mais je m'intéresse au sujet, on trouve assez facilement en fait sur internet de personnes qui proposent des tableaux de bord de suivi des coûts qui se connectent directement à des solutions comme Snowflake ou Amazon pour avoir un tableau de bord unique qui permet de piloter l'ensemble des coûts. Et donc concrètement, parce que là Arnaud il a donné une fourchette de prix, mais chez ADF ça vous coûte combien cette plateforme? Aujourd'hui ça facture combien? Aujourd'hui, j'estime qu'on est en dessous de 700 € par mois sur l'utilisation de notre plateforme dans son périmètre actuel. Ok. Et ça va évoluer comment? Ça va atteindre 1000, 1200 euros? Alors Ou ça ça va... n'évolue jamais à la baisse, si c'est ça la question, ou rarement. Je m'attends, en fait, on va avoir deux axes de développement des coûts. On a un axe qui est sur le nombre de licences, notamment sur la partie Power BI, puisque là, la licence est à l'utilisateur. Donc, plus on a de succès et plus on a des coûts, mais c'est la rançon du succès, comme on dit. Ensuite, sur le reste de la data platform, je
je m'attends pas à une augmentation énorme des coûts, je dirais sur l'année 2020, ça va se faire de manière graduelle et je pense qu'on va rester en dessous des 1 000 € par mois sur 2020 et début 2021. Ok, Faut dire merci. qu'on est uniquement sur de la donnée structurée, donc on n'est pas sur de la grosse volumétrie. On va chercher des données depuis les ERP et il y a beaucoup d'ERP, mais ils ne contiennent pas, chacun ne contient pas un nombre de lignes très très important. On n'est pas du tout sur des use cases forte volumétrie de données, comme par exemple de l'IoT, du clickstream, des choses comme ça. Donc ceci explique le faible coût de la plateforme. Mais c'est exactement ce qu'on voulait atteindre. On voulait des outils très simples, mais qui sont optimisés dans la mesure où, avec Snowflake, quand vous arrêtez d'exécuter des requêtes, le traitement s'arrête au bout de 5 minutes et il ne vous coûte plus rien et il redémarre automatiquement à la prochaine requête SQL. Et vous n'avez aucune opération à faire pour gérer cette optimisation-là. Ok, merci. J'ai une question de Frédéric. Donc, on a montré que la BI, la solution était modulaire pour la BI, mais si le client a un Talend, est-ce que Talend est compatible avec la plateforme? C'est pour Arnaud, du coup. Tout à fait, il y a un connecteur Snowflake sur la version community de Talend. Donc, dès la version open source, d'ailleurs qu'on utilise en tant que passerelle pour certains applicatifs de Adev Material, dès la version open source, vous pouvez choisir de vous connecter directement sur Snowflake. Nous, on a fait le choix d'utiliser Talend en tant que passerelle pour déverser des données dans S3, pour avoir aussi une historisation des données à l'intérieur de S3 et pouvoir rejouer facilement des données, des flux. Mais vous pouvez tout à fait alimenter directement Talend ou consulter ou jouer des requêtes directement sur Talend sur Snowflake depuis Talend. Ok, sur le même sujet, il y a beaucoup de questions autour de connecteurs disponibles. Là, j'ai notamment une question de Thierry qui demande est-ce qu'on a des connecteurs standards vers SAP, par exemple? Oui, à la fois côté Matillion et justement quand le connecteur standard n'existe pas, dans ce cas-là, c'est là où on va utiliser Talend en tant que passerelle dans la version community, puisque Talend propose plus de 900 connecteurs. Donc en général, s'ils n'existent pas dans Matillion, ils sont en train d'en développer de plus en plus, mais s'ils n'existent pas dans Matillion, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser Talend pour aller faire tantôt la récupération des données, tantôt l'alimentation de données vers une cible. Et chez Adev, le CRM est Microsoft Dynamics et on a utilisé Talend pour alimenter Dynamics avec seulement les données qui ont bougé depuis la veille. Donc les flux métiers consistent à détecter les changements entre les données du jour et les données de la veille et de jouer seulement les ordres de modification vers le CRM. Ok, c'est clair. C'est bien, on est bien dans les temps, là, 38, on est impeccable. J'ai une question de Yael là, qui dit bonjour à tous, votre plateforme fonctionne à base d'AWS sur le cas Adev. Cela est-il possible avec Microsoft Azure ou Google Cloud Platform? Tout Et donc, à c'est pour fait. ça, Arnaud. Tout à fait. Alors Snowflake fonctionne sur les 3 cloud service providers. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant puisque tout ce que vous développez aujourd'hui sur Snowflake, si vous voulez héberger votre Snowflake ailleurs, vous pouvez. Mais c'est le cas aussi pour Matillion. Matillion fonctionne uniquement sur des data warehouses du cloud public et Matillion exécute des traitements sur BigQuery ou sur Redshift ou sur Snowflake. Donc finalement, vous avez plusieurs possibilités et ça vous donne une certaine autonomie par rapport au cloud service provider, c'est-à-dire que nous, on a un client qui a fait le choix d'aller sur Azure depuis AWS et on a pu réutiliser toute une partie du code Matillion. Il y a une partie du code qui est spécifique au data warehouse et il y a toute la partie métier, elle est pas du tout spécifique au data warehouse. Donc ça vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier d'un point de vue technique. Sur le même sujet, là, des ETL, ELT, là, j'ai une question de Rémi qui me dit si Talend propose plus de connecteurs, pourquoi ne pas utiliser Talend à la place de Matillion complètement? Qui veut répondre? Olivier, tu veux répondre ou je réponds? Ouais, je vais apporter ma vision de la réponse et puis Arnaud, tu
Tu corrigeras si je dis des inexactitudes. Je pense que déjà, effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Talend déjà n'est pas, enfin, au moins dans la version qu'on utilise, et je pense qu'ils sont en train de fortement améliorer le produit par rapport à ça, mais c'est pas une solution qui est dans le cloud nativement. Donc on l'utilise nous, mais on est obligé d'exécuter en fait les flux Talend on-premise dans notre data center, ce qui n'est pas du tout l'objectif qu'on cherche à avoir avec une plateforme de ce type-là. Donc ce qui est un premier élément de réponse. Ensuite, Talend a en point fort un ensemble de connecteurs intéressants pour des solutions métiers telles que Dynamics, SAP, Salesforce, etc. Par contre, ça reste un logiciel qui est plus lourd dans son exécution, qui requiert plus de puissance. Et alors que Matillion est un outil qui, lui, se veut beaucoup plus simple, beaucoup plus agile, qui est nativement hébergé dans les clouds, qui s'intègre parfaitement avec Snowflake et qui part sur un principe d'architecture qui est inverse de celui de Talend, hein, puisque Matillion ne stocke pas de données, Matillion ne fait que jouer avec la donnée qui est stockée dans Snowflake, alors que Talend va ramener la donnée chez lui, l'utiliser, la transformer, puis la renvoyer autre part. Donc on n'est pas du tout dans le même type de philosophie de produit. Et puis d'un point de vue de licence, pour Talend, quand vous prenez autre chose que la version community, vous vous engagez sur 3 ans et c'est quelque chose d'assez contraignant. Et vous devez avoir une relation avec l'éditeur, etc. Quand vous voulez utiliser Matillion, vous allez dans la marketplace AWS, par exemple. Vous lancez, vous provisionnez une instance Matillion, ça va vous prendre à peu près entre 5 et 8 minutes, on va dire. Et ensuite, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Et ensuite, vous le payez uniquement quand il est démarré. C'est pour la licence qu'on utilise chez Adev Material, c'est $2,74. Donc, on le démarre pendant qu'on développe, évidemment. Donc, le matin, le premier développeur arrive, démarre son instance. Quand il a fini, il demande à l'équipe si personne en a besoin, elle arrête. Et en termes de run, on a un démarrage planifié. L'instance va démarrer à minuit, va consommer tous les messages qu'il faut consommer pour lancer les différents jobs, et ensuite va s'éteindre automatiquement. Donc, pour les flux batch, l'instance doit être démarrée un petit peu moins d'1 heure. Donc, l'exécution quotidienne de Matillion coûte à Dev Material moins de $2,74 par jour pour le run. Donc, voilà la grosse différence aussi avec Talend. C'est ce qui fait qu'on arrive à moins de 10 ou 12 KE par an pour Snowflake et Matillion. C'est ça. Ok. Je vais prendre une AWS, remarque. d'ailleurs, il y a toute la plateforme. Hein. Il y a même toute la partie AWS qui est comptée dans ce budget. Hein. Toute la partie S3, la partie sécurité, etc. Il y a vraiment D'accord, tous donc les là, c'est la composants de la question plateforme. j'ai la question d'Augustin, parce qu'on va y répondre. C'est peut-être pour ça que j'ai répondu là-dessus. Que couvrent les 10 KE que couvrent les 10 kilo € de coûts de run par an? Tu peux le repréciser? Donc, c'est toute la plateforme, donc la partie Snowflake, la partie et tous les composants qu'on utilise sur AWS. Donc, finalement, toute la partie AWS, Matillion, Snowflake ne sont pas couverts par les 10 KE, la partie data visualisation. Donc, les coûts de licence de Power BI ne sont pas comptés dans ces 10 KE. Ok, c'est Parce clair. qu'ils dépendent vraiment Après, des outils que vous allez choisir. Sur Power BI, pour être complet sur le sujet, vous regarderez les prix publics sur un Power BI. Donc nous, on est sur du Power BI Pro en termes de licence, et je crois qu'on doit être à 9 € par utilisateur et par mois, C'est ça. à peu près. C'est accessible. Il reste 2 minutes. Je vais finir par une question de Christophe, qui est une question de contexte. Donc la démarche proposée là sur les 6 semaines plus le cadrage, donc 6 à 8 semaines, la démarche proposée fonctionne en mode confiné. Donc, le message est temps de savoir si elle fonctionne en mode remote ou est-ce qu'on a besoin d'être sur place avec le client. Non, ça fonctionne en mode remote. Aujourd'hui, on a déployé des nouvelles data platforms, d'ailleurs pour un client dans le monde de l'assurance et pour d'autres clients. On continue à travailler sur ces outils-là. D'ailleurs, cette semaine, j'ai donné une formation à des clients qui sont à Pékin. Donc, ça fonctionne très bien avec du partage d'écran, avec une base de code commune et avec le fait que tous les outils soient dans le cloud, ça fonctionne très très bien en mode remote. Ça demande quand même quelques VPN, un peu de sécurité.
Alors, ça dépend des clients. Avec certains, c'est plus simple que d'autres et c'est ça qui explique qu'on puisse aller vite. C'est que ça, on va donner un certain nombre de prérequis pour qu'on soit capable de tenir ce challenge de 6 semaines. Ça sera l'accessibilité aux données devra nous être garantie. C'était le cas pour Adev Material. On n'a jamais eu de problème pour se connecter aux données. Donc, il y a quand même un certain nombre de prérequis à remplir pour qu'on puisse être aussi efficace. Mais oui, on peut y arriver. Une fois que toutes les passerelles sont ouvertes et que les ports sont ouverts, on peut arriver à tenir ce challenge. Ok, merci. Il est 11h45. Je suis très content parce qu'on a eu plein de questions et en même temps, on a tenu notre planning. Donc, me reste à vous remercier, Olivier et Arnaud, là, pour la qualité de l'échange. Donc, pour les participants, vous allez recevoir dans la foulée de la fin du webinaire un ROTI, donc une évaluation du webinaire avec une petite note de 1 à 5 qui nous aidera à nous améliorer pour les prochains, en particulier le Master of Webinar hein, il doit vraiment s'améliorer. Je pense que demain, le temps que ce soit processé, vous recevrez le replay du webinar que vous pourrez partager à vos contacts et collègues. Et puis, me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de webinar IPON. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.